Je vais démontrer pendant cette conférence une seule chose. Vous me connaissez, je joue toujours carte sur table avec vous. Je ne suis pas là pour vous faire des démonstrations en micmac. Je vais démontrer que c'est une tournée qui est vouée à l'échec. Que l'échec de cette tournée est déjà programmé. Et qu'a priori, M. Macron, à la limite, s'il avait écouté les analyses des éclaireurs de conscience, des éveilleurs de conscience de l'Afrique des libertés, il aurait renoncé à ce voyage, dans les conditions dans lesquelles il vient de le concevoir. Mais, M. Macron ne nous écoute pas. Il écoute les Africaines et les Africains qui préfèrent la continuité de la relation néocoloniale. Voilà pourquoi, bon, pour notre part, nous nous adressons à l'Afrique des libertés. Et même si nous savons que, incidemment, certaines des idées que nous défendons, que nous exposons ici, sont récupérées par le gouvernement français actuel, même si elles sont édulcorées. Par exemple, le fait que désormais des journalistes africains interrogent les dirigeants français, interrogent le président français en France. J'espère que vous avez noté cette innovation. Lors de la dernière conférence de presse du président Macron, il y a des journalistes africains, bien sûr triés sur le volet, soit présents dans la salle, soit à distance en visioconférence, qui ont pu lui poser des questions. Vous qui me suivez depuis plusieurs années, vous vous souvenez que l'une des critiques que j'ai adressées à la presse africaine, officielle et privée, c'est de ne pas venir interroger les dirigeants occidentaux. De ne jamais venir interroger les dirigeants français, n'est-ce pas? De telle façon que ce sont les journalistes français qui ont toujours la possibilité d'aller torturer les dirigeants africains dans leur palais, de leur imposer des interviews unilatérales, des interviews inquisitoires, alors que la réciproque n'est pas vraie. On a assisté à une pâle tentative de créer une réciproque sur le plan médiatique, puisque parmi les questions qui ont été posées à M. Macron lundi passé, lors de sa conférence de presse, après son discours prétendument consacré à la nouvelle politique africaine de la France, vous avez bien noté qu'il y avait des journalistes africains. Mais bien sûr, des journalistes africains triés sur le volet pour ne pas poser de manière très précise les questions qui fâchent, ou alors pour les poser d'une manière flatteuse, arrangeante pour l'interviewer. Mais peu importe. Pour ma part, je note que c'est la preuve que la cellule, comment on appelle, africaine de l'Élysée, les services diplomatiques du gouvernement Macron s'inspirent de ce que nous disons, même s'ils n'ont pas le courage d'accepter notre programme de décolonisation radicale et totale des relations franco-africaines. J'ai noté qu'ils permettent enfin à des journalistes plus ou moins véritablement engagés pour l'émancipation africaine de poser des questions aux dirigeants français en France. Ça, peut-être que c'est la principale innovation de ce qu'on a vu à l'Élysée lundi passé. Des journalistes africains représentant la presse africaine venus interroger le président français à l'intérieur du palais de l'Élysée. N'est-ce pas? Ceux qui suivent mes conférences savent que j'ai pendant très longtemps exigé que la presse africaine monte à l'assaut des palais présidentiels occidentaux pour questionner les dirigeants occidentaux, comme la presse occidentale, bien souvent officielle d'ailleurs, questionne les dirigeants africains, pour créer une réciprocité médiatique. Ça a commencé timidement par des journalistes triés sur le volet pour poser des questions complaisantes. Mais ça a quand même commencé. Ce n'est pas rien, ça veut dire qu'ils nous écoutent et ils essayent d'exploiter ce qui, dans nos propositions, est compatible avec leur projet de continuité de la néocolonisation. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Vous qui êtes mes amis ici, vous êtes plus de 1260 sur YouTube. Vous êtes près de 1000 maintenant sur Facebook. Vous vous souvenez que j'ai donné des conférences ici pour expliquer que les journalistes africains devaient venir interroger le président Macron, les ministres français, lors des conférences de presse en France? Parce qu'on en a marre d'un interrogatoire de presse unilatéral. Systématiquement, des journalistes français qui débarquent en Afrique, prennent un président africain, le font asseoir au coin, comme un élève de maternelle puni par sa maîtresse, et lui posent toutes sortes de questions. N'ai-je pas dit ici qu'il faudrait que ça change? Bon, ça commence à changer timidement. Et il sera bientôt possible pour Afrique Média d'interroger le président Macron. Il sera bientôt possible pour des médias comme Vox Africa, des médias panafricanistes solides, d'interroger M. Macron. Il sera possible pour Equinox TV, il sera possible pour Afrique Résurrection de mon jeune frère, le brillantissime combattant Kémy Séba, d'interroger Emmanuel Macron. Je vous ai dit que tout ça va arriver.
En vérité, je vous ai dit que tout cela va arriver. Il va falloir qu'ils répondent. Et qu'ils acceptent un équilibre de l'information, un équilibre de l'enquête et de l'investigation. Sans quoi, il n'y a aucune raison que les dirigeants africains reçoivent des journalistes occidentaux dans leur palais pour répondre aux questions. Puisque quand les journalistes africains viennent en Occident et qu'ils demandent des conférences de presse pour poser des questions aux dirigeants occidentaux, on refuse. Et même les journalistes africains, quand ils viennent en France, ils pensent pour beaucoup davantage à interroger les seconds, les troisièmes, les quatrièmes couteaux. Certains ne pensent même pas qu'ils ont le devoir de chercher à interroger directement les dirigeants occidentaux sur leur prétendue politique africaine. Tout cela doit changer et nous nous réjouissons d'avoir contribué à mettre le doigt sur cette inégalité. Une inégalité flagrante. Bon, maintenant, entrons dans le vif de la démonstration. Je vous promets de démontrer que la visite du président Emmanuel Macron en Afrique est un échec annoncé. Quels sont les arguments que j'avance pour démontrer que cette visite est un échec annoncé? Les voici. Le premier argument, je vais démontrer que cette visite est un échec annoncé parce que le discours d'annonce de la visite, le lundi passé, c'était le lundi 27 février, par le président Macron à l'Élysée, est un discours qui a saboté la visite. Il a fait de l'auto-sabotage. Je vais rappeler les éléments qui, dans son discours, ont littéralement vidé sa visite de toute valeur. Ça, c'est le premier argument. Lui-même a commencé par mener une communication qui a tourné à l'auto-sabordage. Pour ainsi dire, il s'est tiré une balle au pied. Deuxième argument que je vais démontrer. Tranquillement, sans difficulté. Je pourrais même le démontrer en dormant. Dans chacun des pays où il a décidé d'aller, les peuples africains lui ont tourné le dos à Emmanuel Macron. Ils ont tourné le dos à la politique africaine de la France. Pour des raisons légitimes. Et des raisons qui se sont aggravées entre-temps. Mais il n'y a pas que les peuples qui ont tourné. Ça, ce sera le troisième argument. Il n'y a pas que les peuples qui ont tourné le dos à la politique africaine de la France. Les gouvernants, y compris les gouvernants issus du néocolonialisme français, sont en rupture. Ils sont en rupture. Ils sont en crise avec la politique africaine de la France. Je ferai un passage en revue des pays où il s'en va pour montrer comment les dirigeants de ces pays-là ne sont plus à l'aise. Ne jouent plus pleinement le jeu de la politique africaine de la France. Ont du mal à continuer à évoluer dans la France-Afrique qui pourtant, pour beaucoup d'entre eux, les a imposés contre les peuples à la tête des États. Donc, deuxième argument, les peuples n'en veulent pas. Troisième argument, les dirigeants n'en veulent pas, même quand ce sont des dirigeants néocolonisés, des dirigeants issus du néocolonialisme, même eux, ils n'en veulent pas. Je vais le montrer rapidement avec le cas du Gabon, avec le cas notamment du Congo-Brazzaville et du Congo-République démocratique. Je vais montrer les contradictions de ces dirigeants, qui sont pourtant issus des cuisses du colonialisme occidental, mais qui n'en veulent plus. Ils en ont marre. Et ils l'ont montré par plusieurs de leurs conduites. Et ça, ce sera le troisième argument. J'ai un quatrième argument qui permettra de montrer que cette visite est condamnée, elle est condamnée à l'échec. Mais le quatrième argument, c'est le regard que le reste du monde pose sur la visite du président Macron en Afrique centrale. Comment le reste du monde, c'est-à-dire la majorité du monde regarde cela? Il y a le point de vue des alliés occidentaux traditionnels de la France, d'un côté, et puis de l'autre côté, le point de vue de ceux qui sont en rivalité de puissance avec la France, notamment le bloc russo-chinois. Comment les alliés occidentaux de la France regardent la politique africaine de la France? Ça serait important qu'on le sache, pour comprendre pourquoi il est condamné à échouer, en continuant la même politique. Et comment les rivaux, voire les ennemis de la politique étrangère de la France, que ce soit en Eurasie ou en Afrique, regardent la visite du président Macron. Quand on aura fait le tour de ces 4 principaux arguments, à la fin de la conférence, je n'aurai même pas besoin de donner la conclusion. Vous-même, vous conclurez, il a échoué. Est-ce que c'est propre? Voilà le plan. Si cela vous convient, continuez à protéger la conférence. Vous qui êtes sur YouTube, vous êtes 1545, il y en a 691 qui ont appuyé sur le pouce levé sous la vidéo. Attention, nous sommes en déséquilibre. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez la vidéo. Vous êtes près de 1000 sur Facebook. Partagez la vidéo et appuyez sur le pouce levé, s'il vous plaît. Ne restez pas impassible.
Les pains spirituels, la liberté des Africains se distribuent avec des spectateurs actifs, pas passifs. Nous sommes tous responsables de faire savoir. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le premier argument. Comment Emmanuel Macron s'est-il auto-saboté? Hein? Ce que nous appelons à Abidjan, comment est-ce qu'il a tapé poteau? Et j'ai complété la notion de taper poteau dans le français ivoirien par la notion de taper poteau, auto-poteau. Parce que en fait, il y a plusieurs façons de taper poteau. Il y a plusieurs façons de taper poteau. Excusez-moi, je voulais nous mettre un petit fond de... Il y a plusieurs façons de taper poteau. Il y a le taper poteau, auto-poteau. Et c'est de cela que je vais vous parler en guise de premier argument. Bon, alors, très bien. Premier argument, le président Emmanuel Macron a échoué sa nouvelle tournée en Afrique centrale parce que son intervention du 27 février a consisté à dire qu'il allait voyager pour ne rien dire. Globalement, les peuples africains demandent massivement à la France d'accepter et de respecter le quadruple programme de l'Afrique des libertés. Il comprend les revendications suivantes. 1. Le retrait total des troupes françaises du sol africain. Donc le retrait des armées françaises du sol africain. Retrait total. Alors le sol africain, ça veut dire aussi Djibouti. Le continent et toutes ces îles qui l'entourent et qui sont des îles africaines. Djibouti, c'est l'Afrique. Djibouti est sur la corde de l'Afrique. C'est l'Afrique. Madagascar, c'est l'Afrique. Bon, ils n'occupent pas militairement Madagascar. Les Comores, c'est l'Afrique. Il faut s'en retirer. Il faut se retirer de Dakar. La base des forces françaises à Dakar doit fermer. Les militaires doivent rentrer en France. Il faut se retirer du Gabon à Libreville. La base de Libreville doit fermer. Les militaires français doivent rentrer en France. Il faut se retirer de la base d'Abidjan. Les forces françaises en Côte d'Ivoire doivent quitter la Côte d'Ivoire et rentrer en France. Il faut se retirer de tous les camps intermédiaires, comme ceux du Tchad, ceux du Niger. Il faut se retirer de toutes les terres africaines occupées par l'armée française. Ça, c'est la première revendication des peuples africains. Et c'est elle qui commence à être reprise par les gouvernements. Elle a été expressément et ouvertement formulée par le gouvernement malien, puis par la suite par le gouvernement du Burkina Faso, et indirectement, elle a été formulée par le gouvernement centrafricain, ce qui a déclenché le départ complet de l'armée française du sol respectif de ces pays. La revendication malienne qui a abouti au départ, la décision malienne qui a abouti au départ des troupes françaises, la décision burkinabé qui a abouti au départ des troupes françaises, cette décision-là est un copier-coller de la volonté de tous les peuples africains. De telle façon qu'il y aurait un mécanisme très simple. Ce serait de faire passer au référendum la question suivante. Êtes-vous pour ou contre le retrait total et immédiat des troupes françaises du sol africain? Moi, j'ai mené sur mes réseaux sociaux ce référendum à titre expérimental et à plus de 98%, l'opinion africaine, principalement, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, veut ce retrait. Sur ce premier point, lors de son allocution du lundi, le président Macron a clairement dit qu'il ne retirait pas les troupes françaises d'Afrique, que les bases françaises ne fermeraient pas. Il a parlé de réorganisation et de réadaptation. Il a même dit qu'il n'est pas question de retrait. Il n'est pas question de désengagement, mais de réorganisation. Donc, à partir du moment où le continent tout entier vous demande de retirer vos troupes, et que vous, avant même de prendre l'avion pour aller sur le continent, vous annoncez que vous n'allez pas les retirer, votre voyage devient sans objet. Nul et de nul effet. Votre voyage cesse d'être un voyage politique pour devenir un voyage touristique. Vous êtes d'accord avec moi? La deuxième revendication de l'Afrique des libertés, c'est l'abolition de la monnaie néocoloniale, anciennement coloniale appelée franc CFA, dont le nom originel était franc des colonies françaises d'Afrique. Monnaie qui est la propriété de l'État français et qui est fabriquée par la Banque de France. Monnaie dont la création monétaire est assurée par la Banque de France. Monnaie qui a permis à la Banque de France de détenir et de déclarer dans le budget
de la République française, eh bien, les réserves de change des Africains, l'argent de l'Afrique, pendant plus de 60 ans. Et ça continue, notamment pour ce qui concerne l'Afrique centrale. Ce n'est qu'en 2021 que l'État français a rétrocédé 5 milliards d'euros de réserves de change aux pays d'Afrique de l'Ouest, de la zone BCAO. Les pays de la BEAC, la zone d'Afrique centrale, n'ont pas encore connu cette rétrocession. Et donc, l'Afrique, là encore, passée par la méthode référendaire, veut l'abolition totale, définitive et irréversible du contrôle français sur les économies des anciennes colonies françaises, anciens territoires sous tutelle française d'Afrique. Abolition, suppression totale du franc CFA. Or, là encore, dans son allocution du lundi passé, 27 février 2023, le président Macron a maintenu qu'il veut continuer, au nom de la France, à participer à la gestion monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Il a maintenu que les changements de la gestion monétaire en Afrique centrale dépendaient de la décision conjointe des chefs d'État d'Afrique centrale et des autorités financières, c'est-à-dire de lui-même, Emmanuel Macron. Autrement dit, il a dit, on ne change rien, on continue. Donc, à partir du moment où vous ne voulez pas abolir le franc CFA, cette abomination, cette immense escroquerie financière qui a permis, pendant plus de 60 ans maintenant, à la France, de prêter aux Africains l'argent des Africains, sous couvert de l'expression aide française au développement, aide publique au développement. Qu'est-ce que c'est que l'aide publique au développement? C'est l'argent des pays africains excédentaires dans le compte d'opération de la Banque de France qui est prêté aux pays africains déficitaires dans le compte d'opération de la Banque de France, avec taux d'intérêt au profit de la France. Une immense escroquerie consistant à prêter l'Afrique son propre argent avec taux d'intérêt. Exactement comme quelqu'un qui te vole ta montre et qui te donne l'heure et te demande de lui dire merci. Donc, à partir du moment où le président Emmanuel Macron annonce le lundi 27 qu'il n'a pas l'intention de supprimer, d'abolir l'abomination économique de la relation franco-africaine qu'est le franc CFA, à quoi sert son voyage en Afrique? Ça n'intéresse personne. Puisqu'il ne va rien changer. Et qu'il s'en va simplement habiller le vieux système par des mots, des néologismes, des circonlocutions, des circonvolutions, des sophismes, qui en réalité ne trompent que ceux qui ne s'intéressent pas à l'essentiel. Troisième sujet. L'Afrique des libertés souhaite que les gouvernants français, et ça ne date pas du président Macron, notamment depuis la mise en place du système de la France-Afrique par De Gaulle, arrêtent de s'immiscer dans les affaires politiques africaines pour imposer des dirigeants africains non élus, violeurs de constitution, massacreurs de leur population, destructeurs du pluralisme, ennemis du progrès. Si vous passez un référendum dans tous les pays d'Afrique d'expression française, anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle française, pour leur demander, voulez-vous, oui ou non, que la France cesse d'imposer des dirigeants comme Sassou, comme les Eyadema, comme les Bongo, comme Biya, comme Ouattara, comme les Déby, comme Bazoum. Voulez-vous, oui ou non, que la France cesse d'imposer de tels dirigeants? Qu'elle cesse de se mêler, d'imposer qui doit diriger les pays d'Afrique francophone? Le voulez-vous, oui ou non? La réponse des Africains est de manière très écrasante. Nous voulons que cela cesse. Nous souhaitons que Paris cesse de participer au coup d'État, de participer aux rébellions, de participer à la division pour mieux régner sur l'Afrique. Or, le président Macron n'a pas annoncé qu'il allait rompre avec les pires dictateurs africains auxquels il a adressé des lettres de félicitations après leur forfaiture pseudo-électorale. Il a félicité Ouattara pour la barbarie que Ouattara a accomplie en Côte d'Ivoire. Il a régulièrement félicité Biya pour ses fraudes électorales, sa traque des opposants, ses emprisonnements d'opposants, le massacre des Camerounais anglophones. Il a adressé une lettre de félicitations à Faure Gnassingbé pour une élection de 2020 dont tout le monde sait qu'il ne l'a pas gagnée, y compris lui-même. Il s'est personnellement présenté en N'Djamena pour adouber la succession dynastique du fils d'Ebi et aggraver la destruction de l'embryon d'espérance d'état de droit au Tchad.
Donc, dans son allocution de lundi, 27 février 2023, le président Macron n'a pas annoncé qu'il allait mettre de l'ordre. Il est ami de Macky Sall qui est en train de détruire la démocratie au Sénégal. Son régime a adoubé l'arrivée de Bazoum par fraude électorale, traque des opposants, forfaiture anticonstitutionnelle à la tête du Niger. Donc, le 27 février passé, le président Emmanuel Macron n'a ni de près ni de loin indiqué qu'il allait rompre avec tout cela. Il continuera à faire ami-ami avec les ennemis de l'Afrique qui ont été imposés à l'Afrique lors de la pseudo-décolonisation de l'Afrique. Donc, à partir du moment où vous ne changez pas votre complicité avec les dictateurs africains et que vous preniez votre avion soi-disant pour aller porter un renouveau des relations franco-africaines, vous voyagez pour rien. C'est un voyage qui est mort-né. C'est un voyage mort-né. Vous avez tué vous-même votre voyage dans l'œuf. Oui ou non? Je suis dans une démonstration là. Je suis dans une démonstration. Quelqu'un qui a soutenu Mahamad Kakadebi, qui a soutenu Ouattara, qui a adressé des lettres de félicitations à Faure Gnassingbé, à Biya, au Bongo, à Sassou, à Bazoum et son maître Mahamadou Issoufou. Quelqu'un qui fait ami-ami, qui est complaisant avec Macky Sall, en train de détruire le Sénégal. Comment cette personne-là peut prendre son avion et venir soi-disant en Afrique porter une parole nouvelle? Qui croit-il impressionner avec ses effets de manche? Enfin, il y a un dernier sujet sur lequel les Africains sont très précis. C'est la question de l'émancipation culturelle de l'Afrique et de la refondation de l'Afrique sur sa civilisation multimillénaire. La civilisation mahatique, à propos de laquelle j'ai délivré aujourd'hui une contribution scientifique à l'Université russe de l'amitié des peuples, la RUDN, à Moscou. Emmanuel Macron continue à croire que l'avenir des peuples africains, anciennement colonie française, anciennement territoire sous tutelle française, doit se déployer à l'intérieur de la francophonie. Un mythe qu'il partage avec des dirigeants de la gauche comme Jean-Luc Mélenchon. Mais la langue française existait, est née longtemps après les langues africaines. Les langues africaines ont hébergé la science longtemps avant l'apparition du latin, longtemps avant l'apparition des langues indo-européennes. L'Afrique hébergeait déjà la physique, les mathématiques, l'architecture, la géométrie, la politique dans ces langues. Les travaux de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, notamment, ont amplement démontré l'unité culturelle de l'Afrique noire, une Afrique noire qui était déjà une civilisation de l'écriture avant toutes les civilisations européennes, avant toutes les civilisations du monde. Les Africains écrivaient. Le mythe de l'Afrique, qui serait uniquement une civilisation orale, a vécu. C'est un mythe pour ignorants. L'Afrique est en train de récupérer ses humanités. Avec la révolution incarnée par les travaux de Cheikh Anta Diop, d'Obenga, continuée par des figures immenses comme le regretté Kalala Omotunde, les travaux d'un Basson et de beaucoup d'Africains qui ont reconnecté la problématique de la haute science avec la problématique de la tradition, de la transmission, en quelque sorte, des valeurs traditionnelles. Pendant que l'Afrique est sur ce chantier, le chantier de la reconstruction mahatique de la